Alors, aujourd'hui, on va se poser une question extrêmement importante. Quels réseaux sociaux choisir pour mon entreprise? Pourquoi ce choix de sujet? Tout simplement parce qu'au cours de mes prestations et des nombreuses formations que j'ai pu donner, c'est une question qui revient à chaque fois pour les entreprises qui sont soit dans une phase de maturité où elles commencent à se dire qu'il faudrait aller sur les réseaux sociaux, soit pour des entreprises ou des entrepreneurs, des entrepreneuses qui sont déjà sur les réseaux sociaux, mais qui ont l'impression que ça ne prend pas forcément par rapport à leurs attentes et à ce qu'ils auraient souhaité. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question déjà en voyant quel est l'intérêt des réseaux sociaux pour une entreprise, surtout en essayant de distinguer quelle est la réelle différence entre les multiples plateformes qu'il existe aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. Il est très facile de se perdre là-dedans. Je vais essayer de vous aider à vous poser les bonnes questions, donc des questions que nous, on se pose en tant que consultant avant de prendre des décisions pour nos clients, pour qu'ensuite vous soyez en capacité de prendre vos décisions vous-même. Alors déjà, les réseaux sociaux, si jamais fallait encore vous convaincre, il y a 3,7 milliards d'utilisateurs dans le monde. L'hégémonie des réseaux sociaux n'est plus à prouver. C'est une communication plus interactive. Aujourd'hui, avec le Web 2.0, il y a un vrai échange d'interaction, il y a une vraie interaction entre les utilisateurs et les internautes d'un côté et les marques ou en tout cas les entités de l'autre. Donc ça peut être des institutions publiques, ça peut être des entreprises, ça peut être des marques dans le retail, ça peut être des indépendants, des freelances, ça peut être tout type d'entité. Donc aujourd'hui, il y a une vraie discussion qui se crée. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut fixer et graver dans notre esprit, c'est que les réseaux sociaux est égal la conversation et la relation. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de créer la conversation. Et on voit bien aujourd'hui que c'est le meilleur moyen de créer des discussions sur le web et en physique. Pourquoi? Parce que j'en parlais justement juste avant avec des collègues. Tout ce qui se passe en online a des répercussions en offline et vice-versa. Tout ce qui se passe en offline a des répercussions online. Pour le pire, pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des avis négatifs, des mauvaises expériences offline qui se retrouvent en avis négatifs online, mais aussi pour le meilleur, avec une viralité et une très forte notoriété qui peut prendre d'un coup ou alors au fur et à mesure avec du travail sur le web et se répercuter soit sur des ventes, donc du chiffre d'affaires en physique, soit sur du trafic en magasin, soit sur de la prise de contact et de l'opportunité commerciale sur les réseaux sociaux. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ça peut venir vous aider à atteindre vos différents objectifs. Le tout est de vous poser cette question auparavant. Quels sont mes objectifs? On reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Et ensuite, les réseaux sociaux proposent aussi les outils de ciblage les plus poussés. Les réseaux sociaux sont une énorme machine à données, la plus grosse machine à données qu'on ait jamais eue dans toute l'histoire. Je ne vous parle même pas de Facebook, qui aujourd'hui est en capacité de comprendre les comportements, de prédire les comportements par rapport justement aux comportements sur sa plateforme, par rapport à vos centres d'intérêt, par rapport aux interactions que les internautes, vous comme moi, avons avec les autres internautes ou avec les marques. Donc aujourd'hui, les plateformes permettent, grâce à ces données, de créer des outils de ciblage et de les proposer aux professionnels du web marketing. Donc, ça va se retrouver sous forme de publicité. Aujourd'hui, on est très facilement en mesure. Par exemple, j'ai déjà fait une publicité ciblée sur Lyon Centre, dont l'objectif est de ramener du trafic en magasin, qui va se déclencher uniquement de midi à 18h, le samedi après-midi, sur une communauté d'internautes étant de passage à Lyon à ce moment-là et ayant un comportement d'acheteur actif sur le web en physique et ayant aussi un intérêt pour l'habillement, pour l'ameublement ou sur des sujets plus spécifiques. Il est extrêmement simple de réaliser ce type de ciblage aujourd'hui avec les outils qu'on a sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux permettent aussi d'ailleurs d'acquérir de la donnée. Pourquoi? Parce que parfois, lorsqu'on se lance sur un marché, on peut avoir une vague idée de sa cible. Bon, plus elle est précise et meilleure c'est, mais on peut avoir en tout cas une vague idée. Les réseaux sociaux aujourd'hui
permettent de voir comment répond le marché, de faire remonter des données sur l'âge des personnes qui interagissent avec vos contenus, sur le genre, sur la localisation, sur les centres d'intérêt, sur le moment peut-être auquel les internautes sont le plus prêts à répondre. Enfin, toutes ces données qui peuvent venir nourrir votre marketing derrière pour prendre des décisions, quelles qu'elles soient, en relation avec votre marketing. 1h20 en moyenne passée chaque jour sur les réseaux sociaux en France. Hein. Je dis bien en France. Alors, les réseaux sociaux, ça va être Facebook, Instagram, ça va être Twitter, etc. On va les voir en détail. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde passe 1h20 en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux. Bon, bien entendu, moi, je pense que je pète les scores à moi tout seul, vu que c'est une grosse partie de mon métier. Je dois passer peut-être 5-6 heures sur les réseaux sociaux par jour, en tout cas pour travailler. Mais c'est vrai que les communautés les moins jeunes seront un peu moins sur les réseaux sociaux, ou alors pas sur les mêmes que les communautés les plus jeunes qui, bon, ça va vous sembler clair, aujourd'hui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux, voilà, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, mais en tout cas, c'est un comportement et un usage qu'on observe actuellement en 2020. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y en a énormément, mais vraiment énormément. Et chaque média social, aujourd'hui, on va plus parler de média social. Pourquoi? Parce que ces réseaux sociaux ont plein de formes différentes, plein de formes de contenus différentes. Alors, ce que j'entends les contenus, c'est ce qu'on peut publier sur la plateforme et partager sur la plateforme. Ça peut avoir plein de formes différentes. Par exemple, ce webinaire est un contenu, je pourrais le publier sur une des plateformes sociales qu'utilise Pilotine. Ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn. D'ailleurs, on le fait, hein, ça peut être SlideShare. Vous verrez d'ailleurs qu'à la fin de la présentation, vous pourrez récupérer cette présentation si vous le souhaitez sur SlideShare, qui fait partie de cet écosystème-là. C'est que, en fonction des besoins des utilisateurs ou du besoin des marques, il va y avoir des médias adaptés. Et c'est là qu'est tout l'enjeu, c'est de bien choisir ces médias pour ne pas dépenser son énergie inutilement, ce qui peut se révéler très frustrant, hein, si on n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés. Et surtout, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel et à l'essentiel des besoins. Alors, on va pas aller voir toutes ces plateformes, je vous rassure, sinon on en aurait jusqu'à la semaine prochaine, même si ça faisait très plaisir. Mais on va déjà voir quelques cas clients. Les laboratoires Lodavi, par exemple, c'est un client avec qui on a travaillé pendant 3 ans, des laboratoires spécialisés dans la phytothérapie, donc la médecine par les plantes. Ils produisent et distribuent un produit à base de plantes qui s'appelle Calmosine, qui est un produit extrêmement connu sur le secteur de la petite enfance. Ces laboratoires-là font ce qu'on appelle du B2B2C, du business to business to client. Pourquoi? Parce que ces laboratoires-là, ils vont distribuer leurs produits auprès des pharmacies qui, elles, vont le distribuer auprès des parents, donc des mamans pour faciliter l'allaitement, ou alors des parents pour faciliter le sommeil de leur enfant ou la digestion. Et en fait, quel intérêt aujourd'hui on avait détecté à l'époque d'aller sur les réseaux sociaux pour les laboratoires Lodavi? C'est que l'objectif in fine, c'est que lorsque maman ou papa rentre dans la pharmacie, ce soit le Calmosine qu'ils prennent et pas un autre produit. Et derrière, c'est un cercle vertueux parce que si la notoriété et l'image de Calmosine fait choisir ce produit en magasin, alors derrière, ça va augmenter les commandes au niveau des pharmaciens et donc j'ai développé le chiffre d'affaires. Alors, ça a été une grosse réussite. La marque était attendue depuis un bon moment sur les réseaux sociaux parce qu'elle a un vrai historique. Pour les laboratoires Lodavi, on avait sélectionné initialement Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce qu'en fonction des usages, on a effectué un benchmark, on avait étudié quel était le comportement notamment des mères et des pères d'un premier enfant. Je dis pas les jeunes parents, c'est très important, je dis bien d'un premier enfant, parce que l'âge aujourd'hui n'a plus vraiment de sens, ou en tout cas moins qu'avant dans ce ciblage-là, mais les parents d'un premier enfant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de communautés de mamans sur Instagram et sur Facebook, notamment sur Facebook via des blogs, des blogs de mamans influenceuses, mais aussi via des groupes d'utilisateurs de mamans qui échangeaient des conseils, des astuces ou qui partageaient leur vie de maman entre elles. Donc, on a estimé qu'en termes de notoriété, c'était important d'aller sur cette plateforme. Et puis, vers Instagram, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation d'Instagram, Instagram est très utilisé par les 18-30 ans, je dirais. Donc,
même si l'âge a moins d'importance, en tout cas, c'est on va dire, entre 25 et 35 ans qu'on va avoir le plus souvent un premier enfant. Donc, ça nous paraissait important d'aller sur cette plateforme-là pour pouvoir distribuer des conseils auprès de ces jeunes parents-là. Et ça fonctionne super bien. Derrière, on a mis en place toute une charte graphique. Alors, la grosse différence entre Facebook et Instagram, c'est que Instagram nous a nécessité beaucoup plus d'efforts en création de contenu. Pourquoi? Parce que Instagram, c'est le média social du visuel. Le visuel est à l'honneur, que ça soit sous forme d'image ou que ça soit sous forme de vidéo. Cette plateforme est exclusivement dédiée au visuel. Facebook, on est beaucoup plus libre. On a plus de diversité de contenu qu'on peut publier. On peut publier des liens. Donc, on avait moins de contraintes en termes de graphisme. Donc, il a vraiment fallu mettre en place les process en interne pour pouvoir produire du contenu esthétique sur Instagram et produire d'autres contenus sur Facebook. Les résultats, alors aujourd'hui, on est à 6500 abonnés avec extrêmement peu de publicité, presque inexistante sur Instagram. Un taux d'engagement assez fort, on est jusqu'à 18% de taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui ont vu un contenu et le nombre de personnes qui ont réagi à ce contenu. Donc réagir, ça peut être aimer le contenu, ça peut être commenter, ça peut être le partager, etc. Donc on a un très très bon taux d'engagement sur ces réseaux sociaux-là, sur cette plateforme-là. Et en fait, le taux d'engagement, c'est vraiment votre indicateur de performance. Si vous avez un bon taux d'engagement, ça veut dire que votre contenu sont pertinents ou en tout cas résonnent auprès de votre audience. Pour Livestar, alors Livestar, c'est complètement différent. Livestar, c'est l'Institut français de recherche sur le transport et l'aménagement du territoire, même si ça ne correspond pas exactement à l'acronyme. Ils sont situés à Bron, à Lyon, et en fait, c'est un peu le MIT français. Donc, il y a plus de 1200 agents chercheurs à Livestar. Et donc, Livestar va effectuer de la recherche sur l'innovation. Donc, par exemple, c'est eux qui vont conseiller la législation sur la trottinette électrique, sur le drone, sur le véhicule autonome, etc. Et en fait, ils sont venus nous consulter pour qu'on les aide à restructurer leur communication sur les réseaux sociaux et créer une nouvelle ligne éditoriale et insuffler un nouvel élan à leur communication. C'est un projet qui s'est déroulé sur 3 mois, qui est une vraie réussite et un très beau cas d'école. Alors, Listar était un petit peu partout et produisait des efforts un petit peu partout. C'est ce que je vous disais juste avant, c'est souvent un petit peu problématique parce que lorsqu'on fait un petit peu d'efforts un petit peu partout, bah, on avance à pas de fourmi, ça peut être frustrant. Et parfois, on peut même abandonner la gestion de ses réseaux sociaux lorsqu'on voit justement que ça avance assez peu rapidement. Alors là, Liftar, on a récupéré le projet, on s'est posé la question, pourquoi ces plateformes-là? Alors nous, on a sélectionné Twitter. D'abord Twitter, pourquoi? Parce que c'était le canal de communication de prédilection de Livestar, qui est une institution publique. On retrouve beaucoup d'institutions publiques sur Twitter, de personnalités publiques, etc. Et aussi beaucoup la communauté de l'innovation, de la technologie, hashtag tech, comme on dit, beaucoup de communautés de chercheurs. Donc c'était tout à fait normal, comme on voulait s'adresser d'abord à une communauté de chercheurs, d'utiliser l'outil de communication préférée des chercheurs, donc Twitter. Donc, on a conservé Twitter pour la partie chercheurs, journalisme spécialisé, institutions publiques, personnalités publiques, parce que derrière Livestar est assez lié au ministère de l'écologie, du développement de l'aménagement du territoire, hein, parce que ce sont des thématiques qui sont liées. Donc, en tout cas, Twitter pour toute cette communauté spécialisée. Sur LinkedIn, on a vraiment restructuré le discours et essayé de rendre le discours un peu moins technique parce que sur LinkedIn, on souhaitait s'adresser avant tout au privé. Donc, à l'univers peut-être start-up, entrepreneuriat, entreprise, voilà, qu'on pouvait plus trouver sur LinkedIn en B2B. Et enfin, Facebook. Pourquoi Facebook? Parce qu'en fait, Livestar, tout le travail qu'ils produisent et toute la recherche qu'ils produisent, finalement, ça impacte le quotidien de tout le monde, le vôtre comme le mien. Enfin, les trottinettes, c'était un enfer avant qu'il y ait de la législation, c'est toujours un enfer dans certains cas, mais c'est vraiment quelque chose qui vient impacter notre quotidien, que ça soit pour le réseau de transport, le réseau de transport en commun, les autoroutes, les nationales, etc. Donc tout ça, ça va impacter notre quotidien. On trouvait ça normal aujourd'hui de faire rayonner et de crédibiliser le travail des chercheurs de l'ISTAR auprès d'une cible grand public qui est plus sur dans une phase de détente sur Facebook. Donc, 3 plateformes, 3 audiences. Twitter, une audience plus technique et plus centrée sur le public. LinkedIn,
une audience plus corporate, entreprise et privée, et Facebook, une audience plus généraliste pour partager des contenus un peu moins techniques et plus ancrés dans le quotidien de la population. Ensuite, Innovas, une entreprise encore très différente. Je sélectionne vraiment des cas vraiment différents pour vous aider à voir le panel un petit peu de choix qu'on pourrait réaliser. Innovas, c'est une entreprise parisienne spécialisée dans la rénovation de biens dits exigeants, donc traduire des appartements haussmanniens magnifiques en plein centre de Paris, donc des rénovations avec quand même un budget assez conséquent. Innovas n'était pas du tout sur les réseaux sociaux. C'est une entreprise de rénovation. C'est pas facile la rénovation parce que bon, montrer des chantiers, bon, les réseaux sociaux, on se dit que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour publier là-dessus si les utilisateurs attendent du contenu soit pédagogique, soit satisfaisant. Satisfaisant, il va y avoir une notion d'esthétique, donc pas facile. La chance qu'on avait avec Innovas, c'est que comme c'est des chantiers haut de gamme, il faisait appel à l'issue de chaque chantier à un ou une photographe pour prendre des photos des lieux. Et autant vous dire qu'on avait des contenus magnifiques à partager derrière. Donc pour nous, c'était du pain béni pour nous en tant qu'agence de pouvoir travailler du contenu comme ça. Donc à la base, quand même, un métier centré sur le faire, sur les travaux, sur la rénovation, mais quand même un contenu à l'issue de ces rénovations magnifiques et vraiment de la mise en avant assez esthétique du produit finalement réalisé. Et alors, grâce à ces contenus, on s'est dit, bon, bah alors, on peut peut-être aller sur Instagram. Alors, comment on a fait le choix de nos réseaux sociaux? Innovas a deux cibles. Sur ses budgets de réalisation, ce n'est pas le particulier directement qui va faire appel à Innovas. Le particulier fait appel soit à un architecte d'intérieur, soit à un décorateur d'intérieur, qui lui-même va faire appel à Innovas. Donc en fait, les architectes d'intérieur et les décorateurs d'intérieur sont prescripteurs auprès du particulier. Où vont s'inspirer les architectes et les décorateurs d'intérieur? Sur Instagram, bien entendu. Pourquoi? Parce que sur Instagram, on retrouve énormément cette thématique-là, l'architecture, le design, l'aménagement d'intérieur, la déco, l'ameublement, etc., etc. Donc des thématiques qui sont intimement liées avec le métier d'Innovas Rénovation. Donc Instagram, on s'est dit, on peut y aller dessus, on peut aller dessus parce que notre audience est dessus, et en plus, on a les contenus à notre disposition pour commencer à communiquer avec cette audience. Là où on avait une difficulté, nous, en tant qu'agence, c'est que moi, Paul Fresnel, je suis pas un expert de la rénovation. Vraiment. J'ai déjà posé du parquet, il n'y a pas de problème, mais je vais pas pouvoir parler de plomberie, d'électricité, etc. Donc, ça, en préalable, avec le client, il a été décidé et je les ai prévenus aussi que moi, je pourrais pas forcément avoir tout le vocabulaire technique. Donc, on a dû mettre en place les process de collaboration pour que le client m'apporte toutes les infos techniques pour que derrière, ensuite, nous soyons en mesure, avec l'équipe, de publier du contenu qui résonne auprès des oreilles des architectes ou des décorateurs d'intérieur. Voilà. Donc Instagram, aujourd'hui, alors nous, on ne travaille plus avec Innovas Rénovation, mais ils continuent d'utiliser leurs réseaux sociaux. Ils sont à 3700 abonnés. J'ai vu que sur certaines de leurs publications, il y avait plus de 1000 likes. Donc, je pense qu'ils font un petit peu de publicité. La publicité, en fait, c'est un moyen et ce qu'on appelle le sponsoring. Vous pouvez demander aux réseaux sociaux de mettre un petit billet sur une publication. Si vous n'êtes pas satisfait de sa visibilité, vous trouvez qu'il y a trop peu de personnes qui ont vu votre publication, vous avez tout à fait l'opportunité de mettre un petit billet, tout dépend de votre budget derrière, pour accélérer la visibilité. Et derrière, Instagram, Facebook ou toutes les autres plateformes vont promouvoir votre contenu auprès de la cible que vous avez sélectionnée. Donc, je pense qu'ils ont mis un petit coup d'accélération sur la publication en mettant un peu de sponsoring sur et de publicité sur leur publication. Ensuite, on a sélectionné Facebook. Pourquoi? Parce que au niveau Facebook est un média social très généraliste. On retrouve toutes les catégories d'âge et de population. Instagram, jusqu'il y a peu de temps, était réservé aux jeunes. Honnêtement, c'est plus du tout une vérité, ça, vraiment. Hein. La population d'Instagram est en train de se généraliser et de vieillir entre guillemets également. Facebook, quant à lui, a déjà toutes les catégories de publication de population. Et comme on s'adresse quand même à des CSP+, voire plus, avec un certain budget pour la rénovation de leurs biens ou de leur deuxième bien,
on s'est dit que Facebook, ça pouvait être un bon endroit pour essayer de s'afficher auprès de ces personnes-là si elles n'étaient pas utilisatrices d'Instagram. Et ensuite, on a un troisième choix qui est celui de Whooz. Alors celui-ci, vous l'avez peut-être jamais vu. Whooz, c'est un tout nouveau média social, une toute nouvelle plateforme qui est en train de bien exploser en ce moment, spécialisée dans les métiers du bâtiment. Et alors, Whooz permet, en tant qu'entreprise spécialisée dans le bâtiment ou en tant qu'architecte ou en tant que décorateur d'intérieur, de mettre en ligne des projets, de les catégoriser dans des dossiers. Comme ça permet d'obtenir de la visibilité auprès des architectes ou des autres professionnels qui souhaiteraient s'inspirer et surtout auprès des particuliers. Cette plateforme est 100% dédiée à l'acquisition et à la prise de contact. On va pas forcément aller faire un tour sur les plateformes aujourd'hui parce que ça prendrait beaucoup de temps et c'est pas forcément ce que je pourrais vous apporter là où je pourrais vous apporter un max de valeur. Je vous laisserai aller regarder par vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque on va sur une fiche projet Whooz, il y a une petite pop-up, une petite fenêtre qui va s'ouvrir en disant bonjour, vous aimez ce projet, pourquoi ne contacteriez-vous pas l'entreprise pour faire la même chose chez vous? Donc, Whooz est 100% dédié à l'acquisition pour les métiers du bâtiment. Je crois que c'est anglais à la base et c'est en train de bien se développer pour l'instant en région parisienne et à mon avis très bientôt sur toute la France si ça n'est pas déjà fait. Où là, sur cette plateforme-là, comme sur d'autres plateformes, il va y avoir des avis de consommateurs avec des étoiles, des commentaires, etc., qui permettent derrière de crédibiliser votre travail ou les projets de cette entreprise. Donc là, dans ce cas-là, Innovas, auprès de prospects ou de potentiels clients. Pilotine, pour conclure ces quelques petits exemples, nous, en tant qu'agence web, on a fait plusieurs choix. Alors, honnêtement, on est sur tous les médias sociaux, mais on concentre essentiellement nos efforts sur LinkedIn et sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on évolue auprès de prospects B2B, auprès d'une clientèle B2B, donc auprès des entreprises ou des entrepreneurs. Moi, mes audiences types, alors avec Pilotine, on a plusieurs types d'audiences, mais c'est vrai que sur LinkedIn, on va beaucoup travailler sur les profils. C'est vraiment les profils des collaborateurs sur LinkedIn qui vont permettre de faire gagner, de faire rayonner l'entreprise plus que les pages d'entreprise. Hein. La page d'entreprise est un très bon journal de bord, si on peut appeler ça, pour rester dans le vocabulaire marin. Et en fait, ça vous permet de publier les actualités, mais c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins consultées que les profils. Lorsqu'on va sur les réseaux sociaux et notamment lorsqu'on va sur LinkedIn, c'est pour parler à des utilisateurs. On ne vient pas pour parler à des logos sur LinkedIn. Donc en fait, c'est vraiment le profil qui va permettre de faire rayonner l'entreprise et les profils des différents collaborateurs. Donc les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à fédérer leurs collaborateurs pour améliorer leur notoriété sur les réseaux sociaux. Et notamment sur LinkedIn, où moi, mes potentiels clients se situent. Mes potentiels clients, ce sont des entreprises qui ont besoin de conseils en web marketing ou en site web. Ça peut être des services et des services marketing, des services communication, des décideurs marketing. Ça peut être aussi tous les apprenants qui viennent dans mes formations, où là, on continue d'entretenir la relation et qui vont venir contribuer à ces échanges et où on va pouvoir, in fine, peut-être créer des opportunités d'affaires. Et ça fonctionne très bien, en fait. À partir du moment où on commence à montrer ce qu'on réalise, honnêtement, je produis assez peu d'efforts sur LinkedIn. Alors, je me force à avoir une vraie discipline. Là, avec les confinements, je m'y suis beaucoup remis, etc. Je me force à y aller tous les jours, etc. Mais auparavant, je faisais simplement l'effort de montrer ce qu'on réalisait avec notre équipe pour essayer déjà de valoriser le travail qu'on génère en interne, parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, on pense pas forcément à montrer ce qu'on réalise, mais il y a qu'en montrant ce qu'on réalise qu'on peut derrière imaginer générer des opportunités d'affaires. Alors, j'entends des questions, mais je ne les vois pas. Sachez que je répondrai à la fin de ce webinaire et je reprendrai bien chacune des questions pour vous répondre. Ensuite, pourquoi Facebook? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a une communication assez décomplexée chez Pilotine. On est assez authentique, on est très sur l'humain. On n'hésite pas à se mettre en avant, à mettre des photos de nous. On a de la chance d'avoir une super ambiance et ça se sent bien. Et en fait, on utilise beaucoup Facebook nous-mêmes. Et moi, par exemple, ça me dérange pas du tout de montrer que je travaille chez Pilotine sur Facebook. Ça me dérange pas du tout que mes contacts le voient. Donc, j'irai facilement aller commenter une publication sur Facebook. Alors, on va essayer d'avoir une communication un peu plus décalée sur Facebook ou sur Instagram que sur LinkedIn, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on se prive pas, quoi. On est assez libre là-dessus. D'ailleurs, on a généré, je crois, alors sur Facebook. Alors, sur LinkedIn, moi, je connais mes stats à moi, je suis à 3500 relations.
sans moi-même vraiment en chercher. Je fais pas vraiment cet effort-là, mais au fur et à mesure des rencontres professionnelles, ça augmente assez rapidement. Sur Facebook, avec la page Pilotine, on est à plus de 1500 likes. Donc derrière, ça crédibilise aussi notre image et notre service d'un certain sens. Et ce qui va encore plus crédibiliser notre service, c'est que sur Facebook, on peut donner des recommandations. Et on en a. C'est quand même un peu le saint Graal pour toutes les entreprises d'avoir des recommandations de clients. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une recommandation d'un client, ce client, il dit je valide les services de cette entreprise, je vous la recommande. Donc, il ne peut pas y avoir mieux. Et ça fonctionne et sur LinkedIn et sur Facebook. Et j'aurais pu en rajouter un. C'est la fiche Google My Business de Pilotine qui génère, alors aujourd'hui, je crois qu'on a une centaine d'avis positifs. Aujourd'hui, c'est un réel atout concurrentiel parce que les avis Google, c'est des avis qu'on sait véridiques. Dans la plupart des cas, même s'il y en a qui peuvent acheter des faux avis. Bon, nous, c'est absolument pas notre cas. Mais on a une centaine d'avis positifs. Donc derrière, c'est un vrai élément de réassurance qui viendrait peut-être rassurer un prospect avec qui on n'a pas encore signé, qui serait dans une phase de comparaison et de recherche de prestataires. Ça peut être un réel moyen de transformer ce prospect en client. Voilà, grâce à un élément de réassurance qu'on va trouver sur Google My Business, sur Facebook ou sur LinkedIn, sur des recommandations. Et enfin, on utilise Instagram. Alors, Instagram, on est encore un peu mauvais élève. En fait, moi, j'aimerais beaucoup. On a des super talents à l'agence en graphisme, en illustration, en web design. On a des super choses à montrer, mais la culture Instagram n'est pas encore rentrée dans l'agence. Donc moi, je suis un peu tout seul à vouloir publier dessus. Julien, il est à fond aussi pour nous motiver à publier. Mais je pense qu'on va vraiment réfléchir en interne à comment on peut facilement arriver à créer du contenu sur Instagram. Et c'est ça la vraie difficulté aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est comment on peut arriver à créer du contenu facilement et à le publier facilement sans alourdir les process en interne, en restant ce qu'on appelle agile. Donc, c'est arriver à identifier les choses qui peuvent être intéressantes pour une communauté et arriver à les partager facilement. Donc, nous, on est encore en phase de recherche à ce niveau sur Instagram. Ce qui est super marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on a participé au Getty Museum Challenge où le but, c'est de reproduire une œuvre d'art avec les moyens du bord en confinement. Ça a été lancé par le Getty Museum à Los Angeles. Et il y a un de nos développeurs, Michael, qui est passé sur TF1 après avoir publié son challenge by Pilotine sur Instagram. Donc, voilà pour nos réseaux sociaux et les raisons pour lesquelles on a choisi. Alors, bien entendu, nous, on transforme et on génère le plus de contacts sur LinkedIn par rapport aux autres médias. En fait, la vraie question qu'il faut se poser, vraiment ce qu'il faut fixer dans son esprit, c'est que je dois me positionner là où mon audience est en posture d'écoute ou de recherche. Il n'y a pas de média social qu'il faut absolument utiliser ou d'autres qu'il faut pas du tout utiliser. En fait, il faut juste aller là où il y a votre audience et surtout là où elle sera réceptive à votre propos. Si elle n'est pas forcément réceptive à votre propos, comment vous allez l'adapter, votre propos, si elle est là? Comment vous allez distribuer un contenu qui plaît à votre audience? Quel est l'objectif de votre audience à cet instant T et à cet endroit? Est-ce que c'est de se détendre? Est-ce que c'est d'apprendre? Est-ce que c'est de rire? Est-ce que c'est de s'informer sur les actualités? Est-ce que, voilà, il faut vraiment se poser ces questions-là pour aller au bon endroit et distribuer le bon contenu au bon moment. Alors, on va faire un petit tour des principaux médias sociaux pour les comparer. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez une notion de ce qu'il est possible, des avantages et des inconvénients de chaque média social. Alors là, vous avez les 6, pour ma part, plus grandes plateformes aujourd'hui dans le monde occidental, parce que en Asie, il y en a d'autres que nous n'utilisons pas ou en Russie. Mais on va avoir Facebook, qui est la plateforme mère, plateforme généraliste, créée en 2004, 2,4 milliards d'utilisateurs, c'est énorme. Instagram, qui aujourd'hui est la deuxième plateforme la plus utilisée, créée en 2010 et rachetée en 2012 par Facebook, c'est la même entreprise, avec qui compte 1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. TikTok, le média social dont tout le monde entend parler aujourd'hui, mais peu de personnes savent vraiment ce que c'est. On va en reparler, mais c'est vraiment un média social dédié aux très jeunes. Ça a été créé en 2017. Aujourd'hui, c'est 800 millions d'utilisateurs et c'est en pleine expansion.
Ça a complètement détrôné des Snapchat, etc. D'ailleurs, que vous ne verrez même pas, je pense, dans cette présentation. Même s'il y a encore beaucoup d'utilisateurs Snapchat, je pense que ça a moins d'intérêt que je vous la présente aujourd'hui. Ensuite, Twitter, média social de l'instantané et de l'information. C'est généralement, on avait tendance à dire en tout cas que c'est sur Twitter qu'arrive en premier l'information et qu'ensuite elle est redistribuée sur les autres médias sociaux. Créé en 2006, pour la petite histoire, Twitter a enregistré son premier centime de bénéfice en 2017 ou 2018, victoire, 335 millions d'utilisateurs, avec un format assez singulier, on en parlera tout à l'heure. LinkedIn, plateforme professionnelle par excellence. Je ne cite même pas Viadeo qui a mis la clé sous la porte il y a quelques années. Fondé en 2002, LinkedIn, avant Facebook, 310 millions d'utilisateurs aujourd'hui, qui a un réel intérêt, c'est que derrière, c'est une plateforme internationale. Donc, pour les profils ou entreprises à dimension internationale, ça a vraiment du sens d'aller sur cette plateforme, mais pour tous les autres également, pour trouver du travail, mais également pour trouver des clients ou nouer des partenariats. Et enfin, Pinterest, que j'affectionne particulièrement, créé en 2010, 322 millions d'utilisateurs, une audience essentiellement féminine, à 60 ou 70% dans mes souvenirs. Pour la petite histoire, donc Pinterest, c'est un média social d'inspiration. Et je vous raconterai son histoire tout à l'heure quand on s'arrêtera sur ce sujet-là. Alors Facebook, les avantages, c'est un média social généraliste. On y trouve toutes les thématiques, on y trouve toutes les audiences. C'est un bon moyen pour générer du trafic vers le site web. Pourquoi? Parce que sur Facebook, on peut publier des liens, ce qui n'est pas forcément le cas sur toutes les plateformes. On peut publier des articles, on peut publier des liens vers des inscriptions de webinaires, par exemple. On peut publier des liens vers son blog d'entreprise. On peut publier des offres promotionnelles pour ses produits. On peut publier des images, on peut publier des vidéos, on peut faire des lives, on peut faire plein de choses. Faible contrainte graphique, pourquoi? Parce que la manière dont se présente Facebook, c'est un fil d'actualité par ordre antéchronologique. Donc, le contenu le plus récent s'affiche en haut et le moins récent s'affiche tout en bas. Et en fait, alors c'est bien d'avoir quand même une charte graphique pour que l'audience puisse bien comprendre l'identité, se solidariser de la marque, etc. Mais on a moins de contraintes graphiques que sur d'autres médias sociaux comme Instagram par exemple. On reviendra sur cette thématique-là tout à l'heure. On peut aussi, alors Facebook est pour ma part la plateforme qui propose encore les outils de création de communauté les plus performants. Et ces outils, ce sont les groupes Facebook. Les groupes Facebook, ce sont des groupes d'utilisateurs que vous pouvez tous créer gratuitement, comme vous et moi, où en fait, un groupe d'utilisateurs permet de fédérer une communauté autour de centres d'intérêt communs. Et en fait, l'objectif, c'est de proposer un espace à des utilisateurs pour qu'ils puissent partager leur contenu entre eux. Et à terme, que vous n'ayez presque plus à l'administrer en dehors de la modération des commentaires, des contenus, etc. Quel est l'intérêt de créer un groupe Facebook? C'est de vous positionner en tant que leader d'opinion, de vous positionner en tant qu'administrateur de ce groupe-là, et donc en tant qu'expert, en tout cas, d'avoir cette crédibilité de l'administrateur. Et derrière, ça a des répercussions sur l'image de marque et sur la notoriété. Et derrière, c'est comme ça qu'on crée une communauté et d'avoir cette force qui va venir drainer énormément d'effets positifs. Et ensuite, la communication événementielle, Facebook reste encore un excellent outil pour communiquer sur les événements avec différents outils affiliés. On peut créer des pages spécifiques pour les événements, avec des rappels, où vous pouvez même avoir des outils de retour sur investissement assez intéressants, savoir combien de personnes sont intéressées à votre événement, combien de personnes participent à vos événements. Vous pouvez vendre des tickets ou des places pour votre événement en ligne. Vous pouvez avoir des stats sur l'affluence sur vos événements, etc., etc. Donc, c'est quand même un très, très bon outil pour l'événement, même si ça commence à arriver, on commence à avoir des signes que ça arrive sur Instagram. Mais on va en reparler juste après. Les inconvénients, c'est un média social généraliste. Donc, à partir de ce moment-là, on est noyé au milieu d'une masse de contenu assez phénoménale. Tellement de contenu d'ailleurs que les utilisateurs, certaines communautés d'utilisateurs ont tendance à s'en désintéresser un petit peu. On observe un exode de certaines communautés, notamment assez jeunes, de Facebook vers Instagram. Parce que sur Facebook, on trouve tout, on trouve trop, et on a de plus en plus de mal à trouver des utilisateurs et des internautes qui ont les mêmes centres d'intérêt, tellement il y en a.
Voilà. Donc, c'est difficile de se retrouver dans une communauté sur Facebook et surtout, on est soumis à une masse de contenu qui ne nous intéresse plus forcément. Délaissé par les jeunes audiences et la portée en décroissance. Alors, l'algorithme de Facebook, donc l'algorithme, c'est ce qui permet d'afficher les contenus ou non aux utilisateurs. Et lorsque vous publiez un contenu en 2020, il est beaucoup plus difficile de toucher un certain nombre d'utilisateurs que lorsqu'on en publiait en 2015. Il y a eu des changements d'algorithme qui font que les pages entreprises, notamment sur Facebook, ont de moins en moins de portée, donc touchent de moins en moins de personnes. La raison de tout ça, c'est que Facebook ont tout intérêt à baisser la portée des pages, parce que plus ils baissent la visibilité des pages, plus les entreprises sont prêtes à payer pour la visibilité, donc faire de la publicité. Donc Facebook s'est jamais aussi bien porté qu'en 2020 en termes de revenus publicitaires. Instagram. Alors, les avantages d'Instagram, c'est que c'est une plateforme super créative. C'est un vrai plaisir d'aller sur Instagram. Le monde est beau, le monde est joli, tout le monde est parfait, tout est parfait sur Instagram. Donc, c'est une vraie plateforme d'inspiration. C'est une plateforme très positive. On va pas avoir, on a un flux d'informations sur Facebook qui peut parfois être assez indigeste ou assez négatif. Sur Instagram, on a uniquement de l'info positive. La tendance est aux 18-30 ans, même s'il peut y en avoir des plus jeunes et des plus âgés, hein, mais c'est vrai que c'est une vraie tendance sur cette communauté, sur cette audience-là. Il y a une bonne portée de publication encore. Alors, il faut savoir bien utiliser l'outil, le système de hashtag et générer de l'engagement pour avoir une bonne portée de publication. Hein. Mais il y a quand même, il est moins compliqué, je trouve aujourd'hui, à mon sens, de toucher beaucoup de monde sur Instagram que de toucher beaucoup de monde sur Facebook. Alors, comme je disais tout à l'heure Instagram est parfait pour les secteurs mode, ameublement, déco, sport, cuisine, lifestyle, tous les contenus qui peuvent prêter aux rêves, aux visuels, en tout cas des contenus à des fins esthétiques, en tout cas. Alors après, à vous de trouver la créativité pour créer des contenus esthétiques dans des activités qui, au premier abord, ne le sont pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai une élève qui travaille dans le BTP et notamment chez un constructeur de grues. Vous ne pouvez pas imaginer la communauté de fans de grues qu'il existe sur Instagram. Elle a plus de 50 000 fans sur sa page spécialisée dans les grues. Alors que moi, au premier abord, je me serais dit c'est très compliqué d'arriver à apporter un contenu esthétique au BTP, quoi, ou aux engins de construction. Voilà. Et ben, elle y arrive très bien. Donc, à vous ensuite de voir comment vous pouvez agencer vos contenus, vos photographies, vos contenus images, etc., pour que ça soit esthétique. Les inconvénients, des contraintes graphiques importantes, justement, parce qu'il faut être dans l'esthétisme, il faut avoir un vrai fil rouge dans ces contenus. On ne peut pas publier n'importe quoi, n'importe quand. Et derrière, on ne génère pas d'abonnement si votre compte ne possède pas une vraie particularité graphique ou alors dans le contenu ou alors un vrai positionnement de communication. Il est compliqué de gagner en notoriété et de générer des abonnements. Et après, il y a un autre inconvénient chez Instagram, c'est qu'on ne peut pas mettre de lien dans les publications. Instagram ne veut pas qu'on sorte de sa plateforme. Ils ont tout intérêt à ce qu'on reste sur leur plateforme parce que ça leur permet de générer plus de données. Instagram ne veut pas qu'on sorte de sa plateforme. Les seuls endroits où on peut mettre des liens sur Instagram, c'est dans la bio, la description du compte, dans les stories à partir de 10 000 fans ou en publicité, et enfin sur d'autres formats de publicité. Ce sont les 3 seuls endroits où on peut mettre des liens sur Instagram. Donc, le trafic est très limité. C'est essentiellement une plateforme pour la notoriété et l'image. Twitter, réseau social de l'instantané et de l'information, comme je vous disais. Je vous laisse aller checker le Twitter de Trump ou d'Elon Musk qui s'en donne à cœur joie et qui permettent de faire chuter le cours de la bourse en un tweet. On a tendance à dire, comme je vous disais, que l'information arrive en premier sur Twitter et qu'on prend la parole en premier sur Twitter avant de le redistribuer sur les autres médias sociaux, et c'est assez vrai. Alors, les avantages de Twitter, c'est qu'on retrouve la twittosphère, justement. Donc, c'est toute la sphère des utilisateurs de Twitter. Donc, les personnalités publiques, que ce soit comme les stars, comme les personnalités politiques, ça peut être les journalistes, ça peut être les institutions, quelles qu'elles soient, les institutions publiques, tous les professionnels de l'innovation, de la technologie, de la santé, etc. On va avoir tout ce public technique également sur la plateforme.
La prise de parole est rapide et concise. Auparavant, elle était un tweet. Donc, une publication sur Twitter était limitée à 140 caractères, maintenant à 280 caractères. Donc, ce qui donne un peu plus de liberté dans son propos. Le but, c'est de prendre la parole rapidement de manière succincte. L'information pour l'information. Il y a un fort potentiel de viralité sur Twitter, c'est-à-dire que les contenus peuvent prendre très rapidement de la notoriété ou être très facilement repartagés. Mais à contrario, plus on a de la viralité, plus les risques pour la réputation en ligne sont importants. La viralité, elle peut être très positive, mais elle peut être également négative. À vous, derrière, de bien gérer votre réputation. Je vous engage d'ailleurs à aller voir le webinaire sur les réputations qu'on a réalisé avec Pilotine. La gestion SAV, alors il y a énormément de grosses boîtes ou de solutions logicielles qui sont sur Twitter pour gérer le SAV. Alors je ne le conseille pas du tout à toutes les boîtes, mais celles qui ont un très gros flux et beaucoup de demandes SAV, c'est un excellent outil. Et surtout, elles distinguent leurs comptes principaux de communication et leurs comptes SAV pour essayer d'isoler les problèmes sur des comptes spécifiques. Je pense à SFR, à tous les opérateurs téléphoniques, etc. Ou alors à Air France, qui gèrent une énorme partie de leur SAV directement via Twitter. Alors, les contraintes, justement, le problème d'irréputation, si on a de la viralité derrière, on peut avoir soit des effets positifs ou soit des effets négatifs sur les réputations. Des audiences assez spécifiques. Alors, attention, il y a des audiences spécifiques, mais il y a aussi des audiences qui utilisent Twitter pour le plaisir, qui vont retrouver, qui vont tweeter pour le plaisir, sur du lifestyle, comme on va appeler ça, sur leur vie, etc. Voilà, donc à vous de trouver votre communauté sur Twitter et de l'identifier. Mais dans un contexte de B2B, en tout cas, Twitter a du sens, justement, pour les audiences spécifiques. Et des contraintes de rédaction, c'est vrai que si derrière vous rédigez un article ou prendre la parole ou vraiment développer un sujet, ça sera un petit peu plus compliqué. Il faudra renvoyer vers un article, par exemple. Petit focus LinkedIn. LinkedIn, c'est 19 millions d'utilisateurs en France, 40% qui consultent LinkedIn quotidiennement, donc un très fort taux de fidélisation. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que 79% des membres ont plus de 34 ans avec une moyenne d'âge de 44 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que derrière, on a des décisionnaires, on a aussi une communauté qui est plus mature, mais également qui attend peut-être un contenu plus spécifique, plus technique sur certains sujets. Mais également des échanges plus matures. On a tendance à dire que sur LinkedIn, il n'y a pas de méchanceté parce qu'on est dans un contexte professionnel. Donc, moins de problèmes d'irréputation que sur les autres médias sociaux et plus d'opportunités d'affaires. D'ailleurs, la preuve, un acheteur B2B sur deux utilise LinkedIn pour prendre des décisions d'achat. 57% des entreprises ont une page LinkedIn et 94% des professionnels en B2B utilisent LinkedIn pour diffuser du contenu. Coucou Pilotine, par exemple. Alors, la page LinkedIn, la page entreprise LinkedIn peut permettre de générer de l'engagement et susciter de l'intérêt autour du développement d'une entreprise et également du trafic vers son site web. Pourquoi pas? C'est également un bon moyen de faire du référencement parce que vous savez très bien que lorsqu'on tape le nom d'une entreprise ou le nom d'une personne sur Google, c'est la page entreprise ou le profil LinkedIn qui remonte dans les premiers résultats de recherche. Pinterest, les avantages. Alors, je vous disais, c'est une plateforme d'inspiration. En fait, c'est basé sur le principe du scrapbooking, Pinterest. Alors, pour la petite histoire, Pinterest est une plateforme qui avait été développée à destination des femmes au foyer aux États-Unis, sur une tranche d'âge de 40 à 55 ans, qui désiraient faire du scrapbooking de recettes de cuisine et les échanger avec leurs amis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette communauté s'en est emparée pour faire du scrapbooking de tout. Donc, en fait, on peut venir sur Pinterest et créer des collections de visuels sur des thématiques précises. Par exemple, moi, disons que j'acquiers un appartement, je décide de refaire la déco du salon, je vais aller sur Pinterest et je vais essayer de m'inspirer sur Pinterest et je vais ranger toutes mes inspirations dans des dossiers. Donc, je vais dire, voilà, ça, moi, cette table scandinave, je la trouve très jolie, je vais la rajouter dans le dossier salon-appartement ou alors dans le salon table que j'aime bien. Pareil pour tous les projets que les utilisateurs pourraient avoir. Et c'est pour ça que Pinterest se désigne comme une plateforme d'inspiration, c'est qu'on y va
Généralement, lorsqu'on est dans une phase de projet, donc qu'on a un objectif. C'est en ça que cette plateforme est très intéressante. C'est que si derrière, alors on voit beaucoup de thématiques, par exemple, de cuisine, c'est-à-dire qu'on est dans la phase d'une phase de projet, de réaliser une recette de cuisine. Mais ça peut être dans une phase de projet d'acquisition de biens immobiliers. Ça peut être dans la mode, dans la coiffure, dans le tatouage, dans l'objet. Ça peut être dans plein de thématiques différentes. D'ailleurs, il y a plein d'infographies, il y a beaucoup d'infographies sur le web marketing, hein. Mais on y va lorsqu'on est dans une phase de projet. C'est un petit peu leur problème aussi à Pinterest, c'est que lorsqu'on a terminé son projet, on n'y revient pas, ou alors on y revient uniquement lorsqu'on a un nouveau projet. Alors, lorsqu'on est dans une phase de projet, on est dans la meilleure phase pour acheter. Et c'est en ça que Pinterest est un excellent outil pour le e-commerce. C'est que quelqu'un qui va cliquer sur un de vos contenus, sur une de vos images qui représente un de vos produits sur Pinterest, et ensuite va venir sur vos sites web, c'est qu'il est déjà dans une phase d'intention. C'est un intentionniste, donc peut-être déjà très intéressé par l'achat. Donc Pinterest est un bon moyen de développer son trafic vers son site e-commerce et pourquoi pas de développer des ventes. Le référencement naturel et le trafic, donc améliorer sa présence sur la plateforme, c'est aussi améliorer le trafic sur son site web. Et c'est un média social, une plateforme en très forte croissance. Chaque année, c'est 50% d'utilisateurs en plus. Donc, une plateforme à surveiller. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont en développement ou déployées aux États-Unis qui ne le sont pas encore en France ou en Europe. Et leur objectif, attention, Pinterest, hein, c'est de devenir un méga marketplace. Donc, leur objectif, c'est qu'à terme, on voit une table qui nous plaît sur Pinterest, donc on puisse l'acheter directement sur la plateforme. Donc, surveillez bien cet outil-là, parce que je pense que y a du lourd qui va vraiment arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années sur Pinterest. Les inconvénients, c'est qu'il y a une faible fidélité des internautes. On entretient très peu de relations avec les internautes sur Pinterest. Il y a très peu de discussions, il n'y a pas de messagerie privée, etc. Donc, on ne va pas discuter. Il y a peu d'interactions sociales et il y a des contraintes graphiques importantes, c'est-à-dire que c'est compliqué d'inspirer quelqu'un qui est dans une phase de projet si derrière, le visuel n'est pas attractif. Voilà. TikTok, alors TikTok, c'est un média social chinois à la base qui a racheté une autre plateforme qui s'appelait Musica.ly. Donc TikTok aujourd'hui, l'objet, c'est une plateforme qui est 100% sur la vidéo, sur des vidéos courtes, sur de la musique, etc., qui est très exploitée par les très jeunes. Donc je dirais alors normalement, c'est pas autorisé en dessous de 13 ans, mais je dirais les 10-18 ans. Qui est en très très forte croissance, 800 millions d'utilisateurs aujourd'hui, une audience très jeune, très fort potentiel de viralité. Lorsque vous travaillez bien avec votre réseau d'influenceurs, vous pouvez facilement déclencher la viralité, arriver à plusieurs centaines, voire plusieurs millions de vues d'un contenu. Et il y a un vrai réseau d'influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs ont très bien compris que c'était sur cette plateforme qu'on pouvait générer de l'engagement. Alors honnêtement, moi, j'ai du mal à l'utiliser dans mon métier. D'ailleurs, je suis même pas utilisateur au niveau personnel. Mais cette plateforme m'intéresse parce que je pense qu'il y a des vraies opportunités. Et notamment, tous les influenceurs sont en train de se tourner vers cette plateforme. Donc, vous pouvez profiter d'une vraie portée de voix si vous vous rapprochez de ces réseaux d'influenceurs. Les inconvénients urgents, c'est que c'est une audience spécifique, très jeune, qui est là pour se détendre, donc pas forcément pour acheter certains produits ou pour des opportunités d'affaires B2B. L'influence marketing est recommandée, c'est-à-dire que si vous créez votre compte TikTok et que vous commencez à partager, à part si vous êtes un créateur de contenu chevronné et avec des process bien rodés et très créatifs, vous aurez du mal à gagner en notoriété. Donc, il faudra se reposer sur un réseau d'influenceurs pour arriver à gagner en notoriété. Et il faut être créatif. Aujourd'hui, ce média social est 100% basé sur la créativité. Pour la vidéo, deux grosses plateformes qui ne font pas vraiment la guerre parce qu'elles n'ont pas la même utilisation, mais vous avez YouTube, cette petite start-up que vous devez connaître, qui appartient à Google, hein, pour rappel, créée en 2005, plus de 2 milliards d'utilisateurs, qui a couché Dailymotion à l'époque, qui était français et qui avait été créé en 2004. Alors Dailymotion compte encore, enfin ils disent compter encore 300 millions d'utilisateurs. Moi, pour ma part, j'y vais absolument plus. Je connais peu de personnes dans mon entourage qui y va à part par erreur. Donc c'est pour ça que je l'affiche même pas aujourd'hui. YouTube est un excellent moyen de gagner en notoriété, de proposer des contenus ludiques, interactifs, sous forme de vidéo. Alors, à vous d'adapter la vidéo aux besoins de votre audience et de votre entreprise, hein. Mais on peut imaginer plein de choses. Aujourd'hui, dans le DIY, dans le conseil, moi, j'ai beaucoup travaillé avec
des entreprises dans l'outillage et la décoration d'intérieur, et notamment Castorama, Leroy Merlin. Et ce sont des entreprises qui ont très rapidement pris le tournant du digital et qui ont créé des sites satellites de conseils en do-it-yourself, donc où ils mettaient en avant leurs produits qu'on pouvait utiliser pour les utiliser chez soi, donc des techniques pour modifier son parquet ou des choses comme ça. Et derrière, ils publient des vidéos tutoriels pour apprendre à le faire chez soi sur YouTube. Il faut aller voir la chaîne 18h36 ou 18h39 d'ailleurs de Castorama. Je crois qu'il y a plus de 17 000 abonnés avec des vidéos qui vont jusqu'à 200 000 ou 300 000 vues. Hein, donc il y a un vrai retour sur investissement derrière. Par contre, c'est vrai que ça nécessite un investissement de créer du contenu vidéo. Hein, ça nécessite du temps, ça nécessite des compétences et quand on n'a ni l'un ni l'autre, ça nécessite de l'argent. Donc c'est une stratégie à étudier, mais qui peut se révéler extrêmement intéressante. Et ensuite, Vimeo, qui est le concurrent de YouTube, mais spécialisé dans la vidéo professionnelle. Créé en 2004, environ 100 millions d'utilisateurs. Vimeo, vous allez vraiment trouver une audience de professionnels, généralement qui vont porter un regard assez intéressant sur vos vidéos, souvent bienveillant. Hein. Sur YouTube, ça peut vite être la foire dans les commentaires. Sur Vimeo, les commentaires sont bienveillants, c'est des commentaires constructifs, etc. Vimeo, par exemple, moi, j'uploaderais le show reel, donc c'est la vidéo de l'agence Pilotine, le showreel de Pilotine, qui montre ce qu'on a réalisé sur le pôle graphisme, web design et illustration. Sur l'année, on le publierait sur Vimeo, parce qu'on sait qu'on va s'afficher auprès de professionnels qui pourront nous donner notre avis. Donc, Vimeo est une plateforme d'upload, de téléchargement de vidéos professionnelles. Ensuite, vous avez plein de plateformes spécialisées. Je vous parlais tout à l'heure de Who's, qui est une plateforme dédiée dans les métiers du bâtiment. Qui peut avoir du sens. À vous de trouver les plateformes sur lesquelles vous positionnez. Hein. Flickr qui est dédié aux photographes. Hello, la petite tête noire, c'est une plateforme dédiée dans l'art. SoundCloud, c'est une plateforme de mise en ligne de musique. Par exemple, moi aujourd'hui, j'utilise LinkedIn, Facebook pour Pilotine, mais je fais de la musique à côté. Et SoundCloud, pour moi, en fonction de mes objectifs aujourd'hui dans la musique, c'est de gagner plus de notoriété et de faire écouter ma musique. SoundCloud est un très bon moyen pour moi de gagner en notoriété au niveau de la musique. Mais c'est également un bon moyen pour LinkedIn, pour Pilotine, lorsqu'on souhaite mettre en ligne des podcasts. Par exemple, on avait mis en ligne des podcasts Pilotine. Lyon Entreprise, le média local lyonnais spécialisé dans l'information économique, eux publient désormais des podcasts sur SoundCloud, donc des formats audio d'information et d'échange sur SoundCloud, parce que c'est une plateforme dédiée à l'audio. Donc tout dépend de vos objectifs derrière, mais n'hésitez pas à exploiter des plateformes parfois plus spécialisées en fonction des contenus que vous distribuez. SlideShare, par exemple, nous, on l'utilise beaucoup avec Pilotine pour mettre en ligne et à disposition du grand public nos présentations. Par exemple, cette présentation, vous la retrouverez derrière sur SlideShare pour essayer de reprendre peut-être les différentes notions qu'on a vues ensemble. Et c'est aussi un moyen SlideShare, comme c'est très bien. Google adore LinkedIn. En fait, SlideShare, vous l'aurez remarqué, il y a le petit logo de LinkedIn parce que c'est une plateforme qui appartient à LinkedIn. Cette plateforme sur laquelle on peut mettre des présentations permet de bien se référencer dans Google, par exemple, sur quels réseaux sociaux choisir pour mon entreprise. Peut-être que quelqu'un qui tape cette question sur Google va tomber sur le SlideShare de Pilotine, ce qui va ensuite la rediriger vers le profil de Julien Deromo, LinkedIn, ou alors vers le site web de Pilotine. Donc derrière, ça rentre dans une stratégie web marketing plus globale. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est B2C. Est-ce que c'est une plateforme B2C ou est-ce que c'est une plateforme B2B? C'est une fausse bonne question. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Moi, quand je suis sur Facebook, je suis toujours un professionnel. Je fais toujours partie de Pilotine. Je fais toujours du web marketing. C'est juste que je suis pas dans la même phase et que je n'attends pas le même niveau de technicité d'information. Et la preuve que ça fonctionne d'aller cibler en B2B sur Facebook, c'est que l'autre jour, il y a une entreprise qui m'a sponsorisé, donc qui m'a envoyé sous forme de publicité un livre blanc sur les chiffres 2019 des réseaux sociaux. Donc, c'était un livre blanc, un document PDF qu'on pouvait télécharger en échange d'une adresse email. Et après, eux, ils utilisent l'adresse email pour me prospecter. Je vois ça apparaître sur mon Facebook. Et c'est pas parce que j'étais sur Facebook pour parler à mes amis ou pour chercher de la musique ou d'autres choses que cette information ne m'a pas intéressé. Donc, finalement, c'est une bonne plateforme d'acquisition pour le B2B. Le tout est d'adapter son contenu à la personne et au bon moment. Alors, bien entendu, il y a des plateformes qui sont plus orientées B2B. B2B, je vous l'accorde. Hein. LinkedIn, par exemple, est 100% orienté B2B. Mais à contrario, on pourrait éventuellement faire de la publicité pour des constructeurs automobiles. Moi, j'avais fait de la publicité pour une joaillerie
de luxe lyonnaise sur LinkedIn. Pourquoi pas, hein. On peut aussi faire du retail sur LinkedIn. Dans certains cas, ça avait très bien marché. Alors, on va conclure par quelques bonnes questions à se poser. Avant de démarrer votre projet de réseaux sociaux, ou même si vous l'avez déjà démarré, vous pouvez vous les poser tout de suite. Posez-vous les bonnes questions. La première, quels sont mes objectifs? En fonction de mes objectifs, est-ce que c'est gagner en notoriété, gagner en image, ramener du trafic vers mon site web si j'ai un site de contenu, ou alors vendre, ou alors générer des opportunités commerciales? Dans ce cas-là, le choix des médias sociaux va différer. Ensuite, où se situe mon audience et que souhaite-t-elle entendre? On en a bien parlé. Et en troisième point, quelles sont mes capacités de production de contenu? Il ne faut pas se lancer dans un projet que vous n'êtes pas en capacité de tenir. Par exemple, Instagram, c'est pas facile de créer du contenu sur Instagram. Il faut avoir déjà cette culture du contenu, de l'esthétique spécifique à Instagram. Il faut peut-être aussi avoir les contenus en interne. Si je ne les ai pas, est-ce que je décide quand même d'y aller? Et si je décide d'y aller, quel process je mets en place dans mon entreprise pour arriver à produire ces contenus et à les publier? Est-ce qu'il faut que j'organise des shootings? Est-ce que je vais utiliser des banques d'images libres de droit? À éviter, mais dans certains cas, c'est parfois obligatoire. Est-ce que mes shootings, je vais les faire en interne? Est-ce que je vais faire appel à un photographe? Est-ce que ça va être des shootings saisonniers? Combien d'images j'ai besoin? Est-ce que il faut que j'imagine une direction artistique avec un choix de communication et un positionnement dans ma communication? Donc voilà, parce que derrière, la création de contenu, ça peut vite être chronophage, ça demande des compétences. Donc, il faut vraiment se poser la question, quelles sont mes capacités? Et dans ce cas-là, est-ce que je le réalise moi-même? Est-ce que ça occasionne un recrutement? Est-ce qu'on va chercher un prestataire? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de commencer à publier du contenu. Sinon, ça va être beaucoup d'efforts et ça va être très frustrant pour vous. Un outil que je peux vous donner pour essayer de mieux connaître votre cible et de savoir où elle est positionnée et sur quels réseaux sociaux et quels réseaux sociaux choisir pour communiquer avec elle, ce sont les personas. Alors, les personas, c'est un exemple de segment cible imaginaire. Vous allez inventer un personnage avec des caractéristiques sociodémographiques, un prénom, un âge et différents critères que vous lui aurez affiliés, et notamment quels réseaux sociaux utilise ce persona. Alors, ça, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup en agence. Vous pouvez d'ailleurs poser la question à vos clients, hein, à vos clients actuellement, ou alors à vos prospects. Vous pouvez faire des sondages pour savoir où est-ce qu'ils se positionnent sur les réseaux sociaux et et quel contenu ils souhaiteraient entendre. Nous, on fonctionne beaucoup comme ça chez Pilotine. On pose souvent la question. Moi, je vous recommande vraiment de poser la question aux principaux intéressés parce qu'on prend souvent des décisions marketing ou des décisions tout court sans avoir consulté les principaux intéressés. Donc, je vous recommande vraiment de poser la question. Et si vous voulez en savoir plus sur la technique pour créer un bon persona, on a rédigé un article sur le blog de Pilotine. Vous avez le lien là en bas à gauche que vous recevrez avec la présentation dans votre boîte email à l'issue de ce webinaire. Et alors, une source d'information qui pourrait être intéressante pour vous, que moi j'affectionne particulièrement, c'est le blog du modérateur. Il y a toutes les actualités concernant les réseaux sociaux. C'est une très bonne source d'information, très accessible. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Moi, j'y vais très régulièrement pour me tenir au courant et effectuer ma veille sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Maintenant, à l'abordage. Normalement, j'espère vous avoir apporté tous les éléments de réponse pour pouvoir bien choisir vos réseaux sociaux.